Non. Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Vendredi Salon. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un véritable génie qui, malheureusement, de nos jours, n'est pas très bien connu. Malheureusement. Tout à fait. Abdul Wahid Yahya. Ou en français, Monsieur René Guénon. René Guénon. Voilà. Plutôt connu sous le nom de René Guénon. Tout à fait. Alors, comme son nom l'indique, Abdul Wahid Yahya, ce qui veut dire l'esclave de celui qui est ressuscité. Ah. Bien, René Guénon essaye de ressusciter certaines idées perdues de l'Orient, ou plutôt de l'extrême-Orient, si l'on veut se situer en Occident. Des connaissances qui, même qu'ils sont rares au Occident, ils sont communes, ils sont bien connus en Orient. Eh bien, ce sont des connaissances que René Guénon, de par son étude, d'abord, qui était René Guénon? C'était un homme qui a étudié l'anthropologie, la philosophie. C'est un métaphysicien, C'est spécifiquement. C'était quelqu'un qui cherchait la philosophie du vérité, du réalité. Donc, qu'est-ce que la métaphysique, Nikita? Ouais, c'est exactement ça. C'est le domaine de la philosophie qui appartient à la recherche des vérités et de la réalité, de la nature de la réalité. Donc, René Guénon était un expert en anthropologie, en métaphysique et en philosophie de toutes sortes. Donc, il a étudié les philosophies d'Occident, d'Orient, d'Extrême-Orient. Et de par son étude approfondie de toutes ces disciplines, René a remarqué qu'il y avait un certain facteur commun en toutes les civilisations. Ouais, il y avait une certaine vérité universelle. Tout à fait. Donc René avait argumenté que toutes les civilisations colportaient, ou plutôt portaient un message commun, une vérité, comme Nikita l'a déjà mentionné, universelle. Cette idée universelle est cyclique. L'histoire est cyclique. Il y a plusieurs âges dans l'histoire. Alors nous allons examiner plus précisément son œuvre, La crise du monde moderne. La crise du monde moderne, qui nous pourrions dire est un pamphlet, est un avertissement contre ce qu'il qualifierait d'un oubli qui s'est opéré en Occident de nos jours. Donc, par quoi commence René Guénon, Nikita? Alors, René Guénon nous informe qu'il a certaines vérités qui sont aujourd'hui encore bien connues en Orient, mais qui ont été perdues en Occident. C'est ça le point de commencement de René Guénon. Et alors pour lui, comme on a noté, son nom arabe, c'est celui qui ressuscite. Celui qui ressuscite, Al-Wahid, c'est-à-dire l'un. L'un fait référence à Dieu. Celui qui ressuscite, et pour René Guénon, Dieu, la providence, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la vérité universelle. Exactement. René Guénon est littéralement celui qui ressuscite la vérité universelle, on pourrait dire en Occident. Bon, c'est un peu une exagération, mais bon. Donc René Guénon a bien évidemment remarqué qu'en Occident, comme Nikita l'a déjà expliqué, qu'il y a certaines vérités communes qui sont indiscutables, qui sont toujours existantes en Orient, mais pas en Occident. Voilà. Et il qualifierait cela de crise. Donc, qu'est-ce qu'a remarqué René Guénon au sein de toutes les grandes cultures et civilisations qu'il a côtoyées, étudiées et approfondies? Une vérité universelle qui est basée sur une métaphysique des cycles cosmiques. D'accord. Ça veut dire que dans notre pensée moderne, on croit que l'histoire et le progrès, c'est tout simplement une ascension du qualité de vie. Ouais, le progrès, c'est l'histoire de comment l'homme lui a amélioré. Ça veut dire que c'est une vision de l'histoire linéaire. Mais ce n'est pas du tout le cas pour René Guénon et même les civilisations, que ce soit la civilisation perse, romain, grec ou même indo-européen. Il note que tout l'univers et toute la nature en total est basée sur des phases cycliques. Révolution, comme on a noté, 360 degrés. On commence, on termine là où nous sommes commencés. Et il note que chaque chose dans la nature obéit ces lois cycliques, comme par exemple la rotation des corps célestiels, des étoiles, par exemple. Et même la nature lui-même, il ressemble au changement des saisons. Automne, printemps, Qu'est-ce qu'une année? L'année, alors on note la même racine comme anneau. L'année, c'est pas un mesurement abstrait qui a fait l'être humain. L'année, c'est tout simplement la rotation, un cycle cosmique qui représente la rotation de la Terre autour du Soleil. Tout à fait. Donc, comme Nikita l'a déjà expliqué, comme d'habitude, très bien, eh bien,
L'année est un anneau, Mhm. c'est un cycle, c'est la fin d'un cycle. Rotation. Et René Guénon a remarqué que dans les civilisations orientales, extrêmes orientales, comme Nikita l'a déjà encore une fois expliqué, dans les civilisations perses, indo-européennes, occidentales, traditionnelles, nous avons certaines vérités qui sont que l'histoire est cyclique. Il y a un sens à l'histoire. Il y a des fluctuations, il y a des hauts et des bas dans Et c'est une l'histoire. règle naturelle. Tout à fait. Et dans l'esprit de l'homme moderne, pour l'homme moderne, européen, occidental, l'histoire est linéaire. C'est toujours une ascension vers un meilleur mode de vie. Mais René Guénon dément tout cela. C'est-à-dire, pour René Guénon, nous avons oublié certaines vérités qui sont cycliques. C'est-à-dire, dans toutes ces civilisations que nous venons de mentionner, il y a certains cycles qui durent à peu près entre 2000 et 6000 ans. Quels sont ces cycles-là? Tout d'abord, dans L'hindouisme. l'hindouisme, dans la tradition indo-européenne. Alors, dans cette philosophie cyclique, il y a 4 époques. Alors, toutes ces époques, toutes ces 4 époques ensemble, ils s'appellent les Maya Yuga. Il y a 4 yugas. La première d'entre eux, c'est le Satya Yuga. Le second devrait être le Tetra Yuga. Et puis, il y a le Dwapara Yuga. Et l'époque actuelle, d'après René Guénon, Le c'est quatrième. la fin du Kali Yuga. Voilà. Et même, ils sont analogiques au métal. Tout à fait. Alors, ce sont des analogies. Encore une fois, René Guénon pensait que la vérité universelle était commune à tous les peuples, mais sous différentes... Langue, mots, motifs, Tout à symboles, fait. ouais. Tout à fait. Donc, on pouvait apprendre de n'importe quelle culture, religion, etc., etc. Tous avaient quelque chose à nous dire qui était vrai pour toute l'humanité. Dans chacune de ces civilisations, nous avons des cycles. Nous avons l'âge d'or, nous avons l'âge d'argent, nous avons l'âge de bronze Et puis, l'âge de fer. et l'âge de fer. Eh bien, c'est une autre façon d'appeler les yugas que nous avons dans la tradition indo-européenne. Donc, René Guénon nous explique que nous sommes à la fin du Kali Yuga, qui est une période d'extinction de toute sociabilité entre les individus. Et cela s'opère surtout en Occident. Et René Guénon nous explique tout simplement que la civilisation occidentale a oublié que l'homme était soumis à des lois et à une vérité universelle. Et que depuis La Renaissance, l'époque de l'humanisme. Depuis la Renaissance Ouais. et l'époque de l'humanisme, l'homme, donc qui renaît? C'est Dieu. Dieu renaît, l'éternel renaît, il est éternel. Donc l'homme, de par la Renaissance, d'après René Guénon, s'est placé à la place de Dieu. En utilisant la méthode scientifique, en utilisant la philosophie matérielle. Tout à fait. Donc la Renaissance, d'après Nietzsche, a été une explosion des passions. Sauf que pour René Guénon, cette explosion des passions n'a pas été contenue, n'a pas été assujettie à une certaine forme de contenance. Exactement. Eh bien, qui était jusque-là, eh bien, contenue par l'Église. Donc la Renaissance a été une rébellion contre l'Église. Certains, comme Nietzsche, pourraient dire qu'elle était positive. D'autres, comme Plutarque, pourraient dire que c'était un éveil de l'esprit de conscience européenne qui était plus enclin à la romanisation. Mais René Guénon nous explique que cela avait placé l'homme comme étant le seul facteur de mesure pour l'humanité. L'homme n'était plus assujetti à la nature était Exactement. maintenant assujettie à l'homme. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire l'humanisme? C'est homme en train de dominer la nature. C'est l'effort de l'homme à assujettir la nature. Tout à fait. Donc, l'homme était devenu l'élément de mesure de toute chose. Donc, ce que René Guénon nous explique, c'est que la vérité n'est pas une vérité objective ou personnelle. La vérité, C'est pas ma vérité contre ta vérité, non. tout à fait. Pour René Guénon, il y a la vérité. Bon, eh bien, nous pourrons encore une fois argumenter que c'est sa vérité, qu'il veut nous imposer sa vérité, mais voilà. Donc, pour René Guénon, il y a la vérité et il y a les gens. Il n'y a pas « j'ai ma vérité, tu as ta vérité ». Nikita, de quelle couleur est le mur? Ah, c'est bleu, non? Moi, je vois que c'est vert. Bah, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? On va demander à René Guénon. Que dirait René Guénon? Il va nous dire qu'il y a une certaine vérité absolue et universelle quand il s'agit à la couleur du mur. Tout à fait. Donc, pour René Guénon, ce mur est bleu. Ouais. Donc, il est bleu pour lui, il est bleu pour tout le monde. Ouais.
Donc, en fait, René Guénon dissocie le lui de la vérité. Pour lui, la vérité ne vient pas de lui, elle vient d'une vérité. Transcendantal. Tout à fait. Pour René Guénon, la vérité vient de l'au-delà. Eh bien, nous pouvons encore une fois argumenter que la vérité vient de l'au-delà et non pas d'ici-bas. Et d'après René Guénon, ce qu'a créé la Renaissance était le début du placement de l'homme au centre de toute affaire universelle et donc de l'abaissement De la vérité. de la vérité. Donc la vérité a été abaissée au niveau de l'homme. Or, si nous croyons et si nous pensons que le darwinisme, que l'évolution de l'homme est cohérente, eh bien, l'homme était un poisson au début. Il était sous terre. Un animal marin, ouais. Eh bien oui, il s'est élevé de sous la terre à la terre. Et puis, il ne pouvait pas se mettre debout. Petit à petit, il s'est mis debout. Et comme nous pouvons le voir aujourd'hui, l'homme arrive à la Lune. L'homme est sur la Lune. Ouais. Donc, l'homme s'élève de plus en plus vers les cieux, vers l'infini et l'au-delà. Donc, Exactement. Donc, afin que l'homme s'élève, son esprit doit s'élever avant lui. tout à fait. Ouais. Donc, en fait, l'homme, dans ses actions, n'est qu'une transfiguration de son esprit. Exactement. Donc, L'expression de son royaume intérieur. Voilà. tout à fait. Donc, selon René Guénon, l'âge de fer va rapprocher l'homme de la vérité. L'homme évolue indépendamment de la vérité. Donc, à un moment, quand l'homme pour évoluer doit être au même niveau que la vérité. Le plus il est proche de la vérité, le plus il s'élève. Adam, qui est chassé du jardin, eh bien sûr c'est une allégorie, c'est une métaphore, c'est spirituel, plus qu'autre chose. Il est chassé du jardin, c'est-à-dire qu'il n'est plus en cohérence avec sa divinité. Adam se crée une certaine distance entre lui et la vérité, et puis il ne peut plus évoluer. Et donc quand l'homme se distancie de plus en plus de la vérité qui lui a permis d'évoluer, eh bien une seule chose va se passer, c'est que la vérité va le rattraper et va lui dire « Viens à côté de moi, tu ne peux pas évoluer sans moi ». Et donc ce rattrapement sera le Kali Yuga, ce rattrapement sera l'âge de fer, ce rattrapement sera transfiguré comme étant une crise, comme étant Un apocalypse. une apocalypse. Ouais. Action, réaction. L'homme essaie de faire l'action et puis la vérité va faire de réaction. Donc, on a regardé les choristes. Ouais. Donc, que veut dire apocalypse, Nikita? Quelle est l'étymologie, le sens du mot apocalypse? Alors, c'est le même sens du mot révélation. Car dans les époques d'Apocalypse, c'est là où les vérités se sont révélées. Tout à fait. Où ce sont les moments où on se souvient des vérités. Tout à fait. Donc l'Apocalypse n'est rien d'autre qu'une révélation de la distance qu'il y avait de l'état actuel de l'homme à ce qu'il devait être. Donc la crise, le conflit, le problème révèle l'homme à lui-même. La meilleure façon pour un homme de se connaître est d'être en état de crise et de conflit. C'est comme ça que l'homme se découvre lui-même, découvre la distance qu'il y a entre lui et la vérité universelle, qui est la friction des forces, des volontés de puissance entre elles. Comme l'aurait dit Nietzsche, et moi aussi, pourquoi pas. Donc, René Guénon nous explique que pour que l'homme évolue pour devenir ce qu'il a été, il a dû suivre un certain code de vérité. Et puis, l'âge de fer va bien sûr, l'âge de fer est l'époque où l'homme va être rattrapé par la vérité. Il y aura des conflits, des grandes guerres et tout ça. Et rappelons-le encore une fois que René Guénon vivait dans une époque de plusieurs crises, de Par plusieurs crises exemple. de plusieurs domaines. Alors, la plus pertinente d'entre elles, c'était la crise militaire et politique de son jour, ce qui était la Première Guerre mondiale. Il avait les grandes armées, des conscriptions, puis des levées en masse. Ouais, exactement. Et puis, des nouvelles technologies militaires, ce qui a contribué à une grande crise. C'est pour cette raison qu'on l'appelle la Grande Guerre. Ouais. Puis, il y avait la crise économique de son jour, la Grande 1929. Dépression. Exactement. Il y avait aussi une crise écologique. À cause de l'hyper-industrialisation, il a vu une grande pollution de terre. Tout à fait. Donc c'était tout d'abord, comme tu l'as bien expliqué, c'était militaire, Économique. avec la Première Guerre mondiale, économique, la Grande Dépression de 1929, et c'était écologique, car il y a eu un exode rural.
Exact. La ville a avalé la campagne, comme l'explique très bien Oswald Spengler. La ville a avalé la campagne. La ville n'était plus au service de la campagne, mais vice-versa. La campagne est devenue au service de la ville. Avant, la ville, eh bien, c'était juste un centre, un comptoir. De commerce. Tout à fait. C'était un comptoir pour avoir des échanges. Ouais. Tout à fait, pour avoir une certaine liaison avec le monde. C'était une façon d'avoir des services pour la nation à l'international, d'exporter des produits. Mais aujourd'hui, nous voyons bien que les campagnes sont au service des villes. Et aussi, ce ne sont pas nécessairement les campagnes des pays même qui sont au service des villes de ces pays, mais peut-être d'autres campagnes. Donc, par exemple, aujourd'hui, quelle est la grande usine du monde? Ouais, c'est la Chine. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, quels sont les produits agricoles les plus vendus au monde? Nous avons le blé d'Ukraine, par exemple. Ouais. Nous avons des produits de partout dans le monde. Donc, la ville n'est même plus financée par la campagne du pays même. De son propre campagne. Ouais. Tout à fait. Et René Guénon, à son époque, René Guénon, encore une fois, est décédé en 1951. Donc, il a pu être le témoin de ces trois crises majeures, dont la crise écologique avec l'exode rural. Et surtout la crise économique. Il a vu cet entassement de gens avec un exode rural massif qui venait des campagnes aux villes. Donc il a vu le début de la fin du monde, comme il l'appelait, et cela l'a incité à écrire ce livre, La crise du monde moderne, où il nous explique que tout simplement l'homme occidental, depuis la Renaissance, de par le fait qu'il a placé l'homme au milieu de toute mesure de l'humanité, de l'univers même. Donc, a oublié certaines vérités qui sont intrinsèques chez les civilisations orientales et extrêmes orientales. Et de par cela, l'homme, depuis la Renaissance, a vu le début de ce qui sera mai 68, nous pourrions dire. Mai 68, il faut jouir sans entrave. Mai 68, la libération sexuelle. Une grande explosion des passions, plus ou moins. Tout à fait. Une grande explosion des passions qui a commencé et débuté avec la Renaissance d'après René Guénon. Pourquoi pourrions-nous dire que les sociétés orientales ont encore cette connaissance antique, Oui. pas les sociétés occidentales? Je dirais que c'est en cause de l'idée de progrès. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire le progrès? On a déjà discuté comment, dans l'esprit occidental, l'histoire est imaginée comme une ascension. C'est un chemin linéaire vers une perfection de l'homme. C'est ça l'idée du progrès. Ça veut dire que aujourd'hui est mieux que hier, et puis demain va être mieux qu'aujourd'hui. Voilà l'idée du progrès. C'est toujours une évolution positive. Exactement. Et c'est basé sur un certain matérialisme, et c'est surtout basé sur la méthode scientifique de Francis Bacon. Qu'est-ce que ça veut dire la méthode scientifique? C'est l'effort de l'homme à dominer la nature, comme on a déjà dit. L'humanisme, c'est tout simplement une philosophie, mais la méthode scientifique nous donne des outils de vraiment questionner et dominer la nature. Car avec la méthode scientifique, on peut créer des nouvelles vérités, des nouvelles connaissances. Tout à fait, complètement. Donc en fait, l'homme occidental pense et regarde la société et l'évolution de l'histoire comme étant toujours linéaire et positive. Et pas de tout cyclique. Tout à fait. En Orient. Donc il n'y a plus de chaos, il n'y a plus de peur du chaos et de l'apocalypse en Occident. Il pense que demain sera toujours mieux qu'hier. Eh bien, René Guénon remet cela en question parce que pour lui, en Orient, en Extrême-Orient, eh bien, il regarde la vie et l'évolution de l'histoire. Et qu'est-ce que l'évolution de l'histoire? L'évolution de l'histoire, c'est ce que Kant, Toynbee ou Spengler appellent la philosophie historique, c'est-à-dire regarder l'histoire et essayer d'interpréter ses fluctuations, son évolution et ses dévolutions. C'est une façon d'interpréter les hauts et les bas de l'histoire. C'est donner un sens à l'histoire. Et pour les orientaux et les extrêmes orientaux, l'histoire est toujours des hauts et des bas. Mais pour les occidentaux, ça ne peut être que des hauts. Il n'y a jamais plus de bas. Donc, par exemple, les méthodes scientifiques ont donné à l'homme une nouvelle approche qui a vraiment changé la société, mais complètement. La méthode scientifique a remplacé, comme l'aurait dit Nietzsche, la religion. Dieu est mort. C'est-à-dire, ça n'est pas Dieu, ça n'est pas la providence, ça n'est pas la vérité universelle qui est mort. Non, Dieu n'est plus dans l'esprit des hommes. C'est ça ce dont Nietzsche voulait dire. Dieu n'est pas mort, la vérité éternelle n'est pas morte, la vérité absolue et universelle n'est pas décédée.
La providence est toujours là. Mais on l'a remplacé avec la vérité scientifique, avec à la fait. philosophie matérielle. Tout à fait. Voilà. Matériel. Excellent. Donc, la science qui a remplacé la religion ne peut quantifier que ce qui est matériel. Exactement. Donc, c'est-à-dire, combien de cravates a Nikita? C'est un grand chiffre, mais de toute façon, on peut... Mais c'est quantifiable. C'est quantifiable, ouais. Tout à fait. On peut dire que Nikita a quelques milliers de cravates, Plus ou moins. par exemple. Plus ou moins. Mais, combien est Nikita beau, majestueux, charismatique et glorieux? C'est pas du tout quantifiable. Inquantifiable. Inquantifiable. Ce sont des qualités propres à Nikita qui ne peuvent pas être quantifiées. On peut pas Donc, les mesurer, non. Donc, vu que la science, qui est une discipline qui n'étudie que ce qui est matériel, Ce qui est empirique. empirique, Mhm. on ne peut mesurer ou même inclure ce qui est immatériel, c'est-à-dire un sentiment, par exemple, une sensation, un instinct. Comment mesurer cela? On ne peut plus mesurer ou même juste inclure. Pas besoin d'avoir une mesure, juste inclure cette chose-là. Mais même les scientifiques vont dire on peut de toute façon mesurer des réactions chimiques, des électrons, mais c'est encore une question de quantité et pas de qualité. On peut mesurer la quantité des électrons, mais pas la qualité des pensées. Tout à fait. Tout à fait. Donc, René Guénon nous explique que nous vivons dans un âge de quantité et non plus de qualité. Par exemple, nous pouvons voir cela chez l'aristocratie. L'aristocratie, c'est-à-dire les meilleurs de la société. Qui sont aujourd'hui les meilleurs de la société et quelle est leur culture? Eh bien, leur culture est devenue celle du bas peuple, entre guillemets, bien sûr. Eh bien, c'est-à-dire, Et on mesure cette excellence en utilisant leur net worth, bien, on mesure savoir combien ils possèdent d'objets matériels, comment des abonnés ils ont. Ouais. combien d'abonnés et d'attention ils ont. S'il Ouais. vous plaît, likez cette vidéo, envoyez-la à vos amis, abonnez-vous, s'il vous plaît, d'ailleurs. Oui. Quoi d'autre? Et surtout, nous pouvons mesurer cela comme étant une certaine forme de matérialisme de l'aristocratie. L'aristocratie, encore une fois, ça veut dire les meilleurs de la société, les meilleurs Excellence, éléments. ouais. Tout à fait. Étymologiquement, c'est aristos, arete, l'excellence. Ouais. Tout à fait. Donc, avant, les aristocrates, encore une fois, les meilleurs éléments de la société étaient ceux qui se mesuraient avec des valeurs inquantifiables. Exactement. C'est-à-dire, cet homme est valeureux, Honorable, honorable, courageux. chevaleresque, Ouais. glorieux. Donc, comment est-ce que nous allons mesurer la gloire d'un homme? Comment est-ce que nous allons mesurer la bravoure d'un homme? Comment mesure-t-on La vertu dans la ouais. la vertu, l'honnêteté d'un homme? Eh bien, nous ne pouvons pas le faire avec des méthodes scientifiques, car l'honnêteté, la vertu, l'esprit chevaleresque, la gloire d'un homme n'est pas quantifiable. Ce sont des éléments immatériels. Or, la science, qui est prise de nos jours comme religion, comme détentrice de la vérité, Exactement. La possédeur de la vérité universelle. eh bien, ne peut pas mesurer ce qui est immatériel. Or, par exemple, Nikita, que vois-tu maintenant dans ta tête? Ferme tes yeux, dis-moi ce que tu vois. Je vois une vision pour le salon. Oui, Je vois que nos abonnés, ils deviennent érudites. oui, Je vois une communauté de gens qui sont Oui. rassemblés par rapport à la littérature, oui, la philosophie, oui, culture, histoire, valeurs. oui, C'est tellement beau. oui. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Je vois la création d'une communauté qui va s'élever en apprenant les plus grands érudits, les plus grands êtres, les plus grands cerveaux, les plus grands penseurs de l'histoire de l'humanité. Je vois le vendredi salon. Je vois la gloire, la prospérité, l'ingéniosité du vendredi salon, Nikita. Est-ce que tu vois, Nikita, ce que je vois? Ouais, je le vois. Parfait, Nikita. Comment pourrions-nous quantifier la gloire, la prospérité et l'ingéniosité du vendredi salon? Et ses abonnés. On ne peut pas. Est-ce que cette vision existe matériellement? Cette vision n'existe pas matériellement. Non. Mais est-ce que cela veut dire qu'elle n'existe pas? Je dirais pas. Parce que je l'ai vu dans ma tête. Ben moi, Tu l'as vu dans ta tête? ouais. Moi aussi. Vous l'avez vu dans votre tête. Donc, est-ce qu'elle existe ou pas? Eh bien, si nous l'avons vue, si elle existe dans notre tête, est-ce que ça veut dire qu'elle n'existe pas? Non, car c'est le monde immatériel. C'est le monde immatériel des choses qui ne se mesurent pas par la science. C'est le supranaturel. Donc, au début fut le mot. Le mot donna naissance à ce qui est... L'immatériel donna naissance à ce qui est matériel. Même scientifiquement parlant, l'antimatière donna naissance à la matière. Exactement, ouais. Non? Donc,
les pensées donnent naissance au monde matériel. Et la science, qu'est-ce qu'étudie la science? La science étudie la conséquence du monde immatériel. Ouais. La science, eh bien, toute maladie commence tout d'abord par l'esprit. Le monde matériel n'est qu'une conséquence du monde immatériel. Ouais, exactement. Donc, toute maladie en essence commence par un problème du monde immatériel. Une maladie d'esprit. Tout à fait. Complètement. Donc, aujourd'hui, si je veux comprendre pourquoi la feuille de la plante est dévorée, ou pourquoi est-ce que la feuille de la plante est malade, est-ce que je vais étudier la feuille de la plante, ou est-ce que je vais étudier la racine de la plante? Voilà, la racine. Je vais étudier la racine de la plante. Or, qu'est-ce que la racine de l'homme? Son esprit. Son esprit. Son esprit. Tout à fait. Ouais. Donc la science renie l'esprit de l'homme, renie l'immatériel de l'homme. Donc, la nouvelle aristocratie de nos jours est une aristocratie matérielle. C'est une aristocratie qui n'a plus d'esprit. C'est une aristocratie qui ne se mesure par que des acquisitions matérielles. C'est une aristocratie qu'on peut quantifier et non plus qualifier. Elle n'est plus qualifiée. Donc, c'est-à-dire, elle n'est plus honorable. Elle n'est plus chevaleresque, elle n'est plus glorieuse, car ce sont des choses qui ne se mesurent pas. Ce sont des choses qui ne se démontrent pas. Ce sont des choses qui seulement sont. Incredible. Non, High five. Ça non. because they are measured by quantity, they have no quality and therefore they are not qualified. Exactly. Donc nous pourrions conclure que plus nous nous rapprochons du matériel, le plus que nous nous éloignons de l'immatériel. Tout à fait, Ouais. complètement. Donc, le plus un homme se donne à ce qui est matériel, au désir terrien, le plus il s'éloigne de ce qui est divin. Du spirituel. C'est pour cela que les moines, les ermites, sont plus proches de Dieu que nous, car ils ont une vie simple, car ils ne sont pas, ils n'ont pas de Ils distraction. sont isolés. Ouais. Tout à fait. Ils sont isolés du monde matériel, le plus que possible. Donc, c'est pour cela que le sultan Sulayman le Magnifique, par exemple, eh bien, il s'isolait souvent pour s'éloigner du monde matériel, pour se rapprocher du monde immatériel. Les moines, les mystiques, Zarathustra de Nietzsche, nous pourrions dire toutes les grandes vérités, surtout toutes les grandes vérités de toutes les grandes religions, même monothéistes, eh bien, étaient révélées dans les déserts. N'est-ce pas? C'est dans les déserts que les grandes vérités... Moïse, par exemple, sur le mont Sinaï, a reçu les 10 commandements quand il était en isolation pendant des mois sur la montagne. Jésus dans le désert, Mahomet dans le désert qui a reçu Les commandements. la loi de Dieu. Ouais. Jésus qui a été tenté par le diable dans le désert, par exemple. Et puis, cela nous indique que les valeurs et les vertus viennent de la frugalité. Tout à fait, complètement. Les valeurs et les vertus, je dois répéter ça, viennent et proviennent de la frugalité, d'une vie frugale. Donc de De la l'éloignement. vie immatérielle. Tout à fait. Donc c'est de là que nous nous réalignons avec la vérité éternelle, avec le voilà. divin. Et donc nous pourrions aussi conclure que la révolution industrielle a, comme dans le film de Charlie Chaplin, l'époque moderne, nous voyons dans ce film que l'homme n'est réduit qu'à un outil et non plus, la machine n'est plus au service de l'homme, mais c'est l'homme qui est au service de la machine. Exactement. Et nous voyons dans le film que la machine l'écrase. Ah, Et quel est le dernier livre que Henry Kissinger a écrit c'était AI. Artificial Intelligence. sur l'intelligence artificielle? Donc aujourd'hui, nous voyons bien que l'intelligence artificielle va détruire beaucoup d'emplois, va prendre la place de beaucoup d'hommes et de femmes dans plusieurs professions. Est-ce que la machine est au service de l'homme ou est-ce que l'homme est en train d'être au service De la machine. de la machine? Telle est la question. Donc René Guénon nous rappelle qu'un arbre, pour s'élever vers les cieux, doit surtout avoir des racines bien profondes qui peuvent le retenir et le maintenir. Eh bien, l'homme de nos jours, l'homme moderne, a perdu son clan, a perdu son état même parfois dans certains cas, a perdu sa famille. Son communauté, ses valeurs et ses vertus. Il n'appartient plus au passé, il n'appartient plus qu'au présent. L'homme moderne a oublié son passé et donc le futur l'oubliera de par conséquent. Waouh. Celui qui veut un futur doit tout d'abord comprendre son passé. C'est vraiment dommage que René Guénon s'est peu étudié dans nos jours.
Mais c'est notre plaisir de vous présenter ce grand livre de ce grand esprit de la philosophie. Pourquoi? C'est car vos espoirs Sont nos devoirs. et vos plaisirs Sont nos désirs. Vous avez un lien dans la description d'un livre de René Guénon, de notre édition préférée. Ça n'est pas un partenariat, ça nous fait plaisir. Et sur ce, je vous dirais, nous avons besoin d'être la nouvelle aristocratie de l'attention. Ainsi, nous ne sommes pas parfaits comme René Guénon pourrait le vouloir. Mais certes, likez, abonnez-vous, partagez, dansez, buvez, chantez. Et sur ce, je vous dis, mesdames et messieurs, voilà. Voilà. Voilà qui je suis. Mais voilà même ici, mes amis, c'est fini. C'est mes voeux, c'est mon cri. Mais voilà.